Bonjour, le roman que j'ai choisi est un livre d'Émile Zola, Germinal. Dans un premier temps, je commencerai par une brève présentation de l'auteur, ensuite je présenterai le livre, je commencerai par expliquer le titre, je ferai un rapide résumé du livre afin de situer l'époque, les personnages et la situation géographique. Puis je détaillerai le plan du roman. Dans un deuxième temps, je ferai un résumé plus détaillé par rapport au plan que j'aurai établi. Pour terminer, j'expliquerai les motivations qui m'ont poussé à choisir ce livre. Émile Zola est un écrivain journaliste français né le 2 avril 1840 à Paris où il est mort le 29 septembre 1902. Considéré comme le chef de file du naturalisme, c'est l'un des romanciers français les plus populaires, les plus publiés, traduits et commentés au monde. Ses romans ont connu de très nombreuses adaptations au cinéma et à la télévision. Sa vie et son œuvre fait l'objet de nombreuses études historiques. Sur le plan littéraire, il est principalement connu pour les Rougon-Macquart, fresques romanesques en 20 volumes dépeignant la société française sous le Second Empire et qui met en scène la trajectoire de la famille des Rougon-Macquart à travers différentes générations et dont chacun des représentants d'une époque et d'une génération particulière fait l'objet d'un roman. Les dernières années de sa vie sont marquées par son engagement dans l'affaire Dreyfus avec la publication en janvier 1898 de l'article intitulé « J'accuse », qui lui a valu un procès pour diffamation et un exil à Londres. Germinal est un mois du calendrier républicain. Il correspond au début du printemps et à la renaissance de la nature. Zola établit un parallèle avec l'éveil de la conscience ouvrière. Il choisit le mois d'un calendrier révolutionnaire germinal et non pas le calendrier chrétien mars ou avril. La dernière phrase du roman évoque la germination dans l'esprit des ouvriers du refus de leurs conditions de vie misérables. Zola fusionne les mineurs avec les végétaux qui sortent de terre et bourgeonnent. La révolte ouvrière se fait avec une métaphore de la germination printanière. Germinal est un roman naturaliste et engagé. Il a l'ambition de décrire la vie réelle et défend une cause. C'est aussi le récit d'une grève. Fils de Gervaise Macquart et de son amant Lantier, le jeune Étienne s'est fait renvoyer de son travail pour avoir donné une gifle à son employeur. Chômeur, il part dans le nord de la France à la recherche d'un nouvel emploi. Il se fait embaucher aux mines de Mantoue et connaît des conditions de travail effroyables. Étienne trouve à se loger dans une famille de mineurs, les Maheu, et tombe amoureux de la jeune Catherine. Mais celle-ci est la maîtresse d'un ouvrier brutal, Chaval, et bien qu'elle ne soit pas insensible à Étienne, elle se refuse de passer d'amant en amant. Lorsque la compagnie des mines argue la crise économique, décrète une baisse des salaires, il pousse les mineurs à la grève. Il parvient à vaincre leur résignation et à leur faire partager son rêve d'une société plus juste et égalitaire. Ce roman est constitué de 7 parties, formées chacune de 5 à 7 chapitres. Le développement est constitué de la première partie, de la deuxième partie et de la troisième partie. La première partie, Étienne arrive au Voureux et nous apprenons plus sur la vie quotidienne des mineurs. Deuxième partie, elle nous parle de la vie des bourgeois. Troisième partie, traite l'amitié d'Étienne et de Catherine et de la genèse de la grève. L'exposition regroupe la quatrième partie et la cinquième partie. La quatrième partie, l'éclatement inévitable de la grève. La cinquième partie, début des manifestations et des drames qui engendrent la grève. Le dénouement englobe la sixième partie et la septième partie. Sixième partie, une amplification des drames. Septième partie, l'éboulement du Voreux et le départ d'Étienne pour Paris. Alors, le développement englobe la première partie et la troisième partie. Je fais un rapide rappel des événements. Un jeune chômeur, Étienne Lantier, se fait embaucher aux mines de Montsou, dans le nord de la France. Il fait la connaissance d'une famille de mineurs, les Maheu, et tombe amoureux de leur fille Catherine. Mais celle-ci, qui n'est pas insensible à Étienne, est la maîtresse d'un ouvrier brutal, Chaval. L'exposition regroupe la quatrième partie et la cinquième partie. Étienne est révolté par les misérables conditions de vie des mineurs. Et quant à la compagnie des mines, alléguant la crise économique, décide de baisser les salaires. Sa révolte s'exaspère. Rêvant d'une société plus juste, il propage des idées révolutionnaires et pousse les mineurs à la grève. Le passage que j'ai choisi se passe au moment de la confrontation chez les Hennebeau entre le directeur de la compagnie, M. Hennebeau, et Étienne Lantier. Je vous invite donc à ouvrir votre livre à partir de la quatrième partie, chapitre 2, page 211, à partir de la ligne « Vous vous trompez, monsieur »,
ou de suivre la page qui s'affiche sur la gauche de votre écran. Le directeur, M. Hennebeau, prend la parole. Non, avouez donc la vérité, vous obéissez à des excitations détestables. C'est une peste maintenant qui souffle sur tous les ouvriers et qui corrompt les meilleurs. Oh, je n'ai besoin de confession de personne, je vois bien qu'on vous a changé, vous si tranquille autrefois. N'est-ce pas, on vous a promis plus de beurre que de pain, on vous a dit que votre tour était venu d'être les maîtres. Enfin, on vous enrégimente dans cette fameuse internationale, cette armée de brigands dans le rêve et la destruction de la société. Étienne l'interrompit. Vous vous trompez, monsieur le directeur. Pas un charbonnier de Mantsou n'a encore adhéré. Mais si on les y pousse, toutes les fosses seront rondes. Ça dépend de la compagnie. Dès ce moment, la lutte continua entre M. Hennebeau et lui, comme si les autres mineurs n'avaient pas été là. La compagnie est une providence pour ces hommes. Vous avez tort de la menacer. Cette année, elle a dépensé 300 000 francs à bâtir des corons, qui ne lui rapportent pas les 2%. Et je ne parle ni des pensions qu'elle sert, ni du charbon, ni des médicaments qu'elle donne. Vous qui paraissez intelligent, qui êtes devenu en peu de mois un de nos ouvriers les plus habiles, ne feriez-vous pas mieux de répondre ces vérités-là que de vous perdre en fréquentant des gens de mauvaise réputation? Oui, je veux parler de Rasseneur, dont nous avons dû nous séparer, afin de sauver nos fosses de la pourriture socialiste. On vous voit toujours chez lui. Et c'est lui assurément qui vous a passé l'envie de créer cette caisse de prévoyance, que nous tolérions bien volontiers si elle était seulement une épargne, mais nous sentons une arme contre nous, un fonds de réserve pour payer les frais de la guerre. Et, à ce propos, je dois ajouter que la compagnie entend avoir un contrôle sur cette caisse. Étienne le laissait aller, les yeux sur les siens, les lèvres agitées d'un petit battement nerveux. Il sourit à la dernière phrase, il répondit simplement. C'est donc une nouvelle exigence, car monsieur le directeur avait jusqu'ici négligé de réclamer ce contrôle. Notre désir, par malheur, est que la compagnie s'occupe moins de nous, et qu'au lieu de jouer les rôles de la providence, elle se montre tout bonnement juste en nous donnant ce qu'il nous revient, notre gain, qu'elle se partage. Est-ce honnête, à chaque crise, de laisser mourir de faim les travailleurs pour sauver les dividendes des actionnaires? Monsieur le directeur, aura beau dire, le nouveau système est une baisse de salaire déguisée. Et ce qui nous révolte, car si la compagnie a des économies à faire, elle agit très mal en les réalisant uniquement sur l'ouvrier. Ah! Nous y voilà! Cria M. Hennebeau. J'attendais cette accusation d'affamer le peuple et de vivre de sa sueur. Comment pouvez-vous dire des bêtises pareilles, vous qui devriez savoir les énormes risques que les capitaux courent, dans l'industrie, dans les mines par exemple? Une fosse tout équipée, aujourd'hui, coûte 1500 000 francs, à 2 millions, et que peine avant de retirer d'intérêt médiocre d'une telle somme engloutie. Presque la moitié des sociétés minières, en France, font faillite. Du reste, c'est stupide d'accuser de cruauté celles qui réussissent. Quand leurs ouvriers souffrent, elles souffrent elles-mêmes. Croyez-vous que la compagnie n'a pas autant à perdre que vous, dans la crise actuelle? Elle n'est pas la maîtresse du salaire, elle obéit à la concurrence, sous peine de ruine. Prenez-vous-en au fait, et non à elle. Mais vous ne voulez pas entendre, vous ne voulez pas comprendre. Si, dit le jeune homme, nous comprenons très bien qu'il n'y a pas d'amélioration possible pour nous. Tant que les choses iront comme elles vont, et c'est même à cause de ça que les ouvriers finiront, un jour ou l'autre, par s'arranger de façon à ce qu'elles aillent autrement. Cette parole, si modérée de forme, fut prononcée à demi-voix avec une telle conviction tremblante de menace qu'il se fit un grand silence. Une gêne, un souffle de peur passa dans le recueillement du salon. Les autres délégués qui comprenaient mal sentaient pourtant que leurs camarades venaient de réclamer leur part. Au milieu de ce bien-être, ils recommençaient à jeter des regards obliques sur les tentures chaudes, sur les sièges confortables, sur tout ce luxe dont la moindre babiole aurait pu payer la soupe pendant un mois. Enfin, M. Hennebeau, qui était resté pensif, se leva pour les congédier. Les semaines s'écoulent. Les grévistes affamés se déchaînent en une bande enragée au cri de « du pain, du pain ». Mais l'armée intervient et les mineurs se résignent à reprendre le travail. Le dénouement. Le dénouement englobe la 6e et la 7e partie. C'est alors que Souvrine, un ouvrier anarchiste, sabote la mine. Les galeries inondées s'effondrent et de nombreux mineurs périssent. Étienne se trouve bloqué avec Catherine et Chaval. Ce dernier le provoque, Étienne le tue et devient l'amant de Catherine, qui meurt d'épuisement dans ses bras. Étienne, sauvé, part pour Paris. Il a perdu ses illusions, mais il a le cœur plein d'espoir.
Il sait qu'un jour viendra où la force ouvrière, encore en germination, s'organisera pour venir au bout des injustices. Ce livre nous plonge dès le début à l'époque du Second Empire, comme l'Assommoir et au bonheur des dames. Le contraste est saisissant entre les ouvriers de la mine se tuant à la tâche et les bourgeois vivant dans le luxe des splendides demeures. Cette situation ne nous laisse pas indifférents et nous pousse à prendre part à la révolte. L'injustice sociale fut pour moi un critère de sélection pour cet ouvrage. Il m'a apporté un regard de compatie sur ces mineurs qui donnent leur vie et leurs enfants à ce gouffre. Ce roman m'a fait aussi découvrir un nouveau genre littéraire, l'épanadiplose. L'explicite et l'implicite du roman d'Émile Zola Germinal constituent une épanadiplose. Le même personnage marche seul sur la même route. Dans la première page, il arrive accablé dans la nuit froide du pays minier. Une seule idée occupait sa tête d'ouvrier, son travail et son gîte. L'espoir que le froid serait moins vif après le lever du jour. Et dans la dernière page, il quitte Mantsou, mais sous le soleil et dans l'espérance. Étienne ralentit sa marche, les yeux perdus, à droite et à gauche, dans cette gaieté de la nouvelle saison. En vous remerciant pour votre attention, et à bientôt. A hungry feeling came o'er me stealing, and the mice were squealing in my prison cell, and that old triangle went jingle jangle all along the banks of